Salut Catherine, Salut Pablo, salut à tous. salut à tous et à toutes. Alors, cette semaine, on va vous parler de trois sujets dans le débrief. Le premier sujet, c'est le sujet sur un document qu'a publié la France Insoumise sur son organisation interne et sur sa stratégie. On en parlera dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on parlera de ce qui a fait quand même, c'était un des événements médiatico-politiques de la semaine, c'est l'altercation violente entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, ou plutôt les insultes de Cyril Hanouna à l'encontre de Louis Boyard, du député LFI Louis Boyard. Et puis, on reviendra sur l'interview que François Ruffin a donnée à l'Obs, une grande interview dans laquelle il revient sur, en On en parlera gros, après. on en parlera après, exactement. Alors, on commence par l'organisation de la France Insoumise. Ah, et on voulait dire un petit mot aussi de la corrida et du projet de loi de la proposition de loi portée par Émeric Caron pour interdire la corrida. Alors, on commence tout de suite avec voilà, cette proposition de réorganisation de la France Insoumise. Toi, Catherine, comment est-ce que tu as lu le document qui avait été présenté par les Insoumis? C'était une question qui était incontournable parce que la France insoumise était un mouvement gazeux avec une clé de voûte. La clé de voûte, c'était Jean-Luc Mélenchon et puis le reste, c'est resté quand même très, très gazeux. Bon, ça a duré 5 ans avec, en fait, la clé de voûte, c'était Jean-Luc Mélenchon, candidat et recandidat, et puis un groupe de députés à l'Assemblée nationale de 17. Ça ne pouvait pas continuer comme ça parce que Jean-Luc Mélenchon n'est plus à l'Assemblée nationale, qu'il annonce vouloir être remplacé, que de toute façon, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, un jour, la question de sa place comme clé de voûte se posera. Et puis, il n'y a plus 17 candidats députés, il y en a 75. Donc, voilà. Je pense que l'organisation, la création de la NUPES aussi pose une question. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des partis politiques et puis il y avait quelque chose qui était finalement un peu comment, mal défini. Donc, ils se sont posé la question de leur réorganisation. Plus, dernier point, euh, se sont affirmées des personnalités qui ont porté des questions dans le débat public et qu'il fallait bien donc pouvoir les arbitrer. Alors des personnalités ou des questions d'ailleurs, hein, tout simplement, des stratégies politiques qu'il fallait bien pouvoir discuter et arbitrer. Alors donc, ce chantier a été mis en route, il est conduit par l'homme qui fait toutes les grandes organisations, le grand organisateur de l'AFI, Emmanuel Bompard. Donc, ça a été rendu public jeudi. J'avoue que je n'ai pas lu le texte en intégralité. J'ai reçu les éléments tels qu'ils ont été donnés aux gens qui avaient signé pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2022, ce qui est mon cas. Donc, j'ai reçu ces éléments-là, comme 500 000 personnes à peu près. Donc, je peux en juger à partir de là et de ce que j'ai lu dans la presse. Voilà. Ce que je constate, c'est que c'est une organisation qui veut mettre en ordre, qui veut continuer de parfaire son organisation comme lieu d'action. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant, c'est nous sommes un lieu d'action. Et donc, en fait, de ce point de vue, je pense que les questions qui ont été posées, notamment par exemple par Clémentine Autain à la fin août, dans une note de blog dans laquelle elle parlait de l'organisation politique, c'est-à-dire de à quel endroit on définit une stratégie politique, à quel endroit elle se discute, s'arbitre, et l'organisation politique dans le national, mais aussi dans les territoires, la place du groupe des députés par rapport à l'organisation qui doit être distincte, etc., etc. Ben, tout ça, ça n'y est pas. Voilà, c'est ça que je retiens, c'est qu'en fait, probablement parce que la question qui taraude Jean-Luc Mélenchon, qui a vécu au Parti socialiste les difficultés d'un parti organisé par des tendances, etc., n'a pas envie de renouveler une organisation sous forme de tendance. Du coup, l'organisation du débat politique n'est pas posée. Alors, je dirais ça, c'est la version optimiste et sympa, de dire comme on ne sait pas, de ne pas faire éclater un parti en sous-tendance qui finissent par être délétères. Il ne répond pas à cette question, qui est une vraie question et qui n'est pas une question que pour la FI, hein, qui est une question pour toutes les organisations politiques. Donc il y a quand même vraiment une question de qu'est-ce que c'est qu'un parti politique aujourd'hui qui donne à chacun
la place de s'exprimer et qui ne se traduisent pas par des chapelles qui s'atomisent et se font la guerre les unes les autres. La deuxième question qu'on peut se dire, c'est que bah, la conséquence de ça, c'est que la ligne politique, elle est discutée ou elle est décidée, pardon, par un groupe qu'on ne connaît pas, qui n'est pas officiel et qui ne répond à rien d'autre qu'à son propre, je ne dirais pas agenda, parce qu'on pourrait penser que l'enjeu, c'est simplement son élection et son pouvoir. Non, je pense qu'il y a un groupe à l'AFI qui est soudé autour d'une certaine idée, une certaine idéologie. On va parler tout à l'heure de l'entretien de François Ruffin qui marque des distances très très nettes avec ça. Le problème, c'est que ce groupe qui décide, alors il y a Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est la partie visible, mais le reste, et surtout, c'est qu'à la limite, moi je m'en fiche un peu de savoir qui, c'est où est-ce qu'on peut en discuter. Est-ce que ça peut se discuter quand l'AFI est première organisation de la gauche, ça n'est pas sans importance de pouvoir discuter par exemple, ils annoncent qu'ils soutiendront toujours systématiquement et seront en appui des activistes écologistes. Alors moi, ça tombe bien, le dernier débrief, j'ai dit que moi, j'étais de ce côté-là. Je suis d'accord avec cette action-là. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas un désaccord que j'ai avec ce principe énoncé, mais je considère néanmoins que ça se discute. D'ailleurs, on a fait des chips et les gauchistes 3 jours avant, et dans lequel le gars qui est très insoumis dans les chips et les gauchistes, lui, était assez contre. Donc, ça doit pouvoir se discuter. Moi, qui ne suis pas une militante LFI de la première heure, je suis plutôt d'accord. Lui, il est plutôt LFI de la première et dernière heure, et il est plutôt pas d'accord. Donc, où est-ce qu'on en discute? Où est-ce qu'on discute de la stratégie à l'Assemblée nationale? Où est-ce qu'on en discute? Où est-ce qu'on discute de savoir s'il faut harceler le gouvernement ou pas? Comment on fait une stratégie politique dans le moment politique? Comment on le caractérise? Ne serait-ce que ça. Il ne s'agit pas simplement de stratégie, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'on pense du temps, du moment, quelle position on prend sur les différents sujets. Ben ça n'est pas présent dans le document qui nous est proposé. Donc, c'est très très loin de devenir un parti politique. C'est un groupe d'action. Oui, moi, j'ai à peu près la même lecture que toi. Moi, j'ai lu le document et je vois bien ce qu'ils ont tenté enfin, ce qu'ils essayent de faire. Et d'ailleurs, qui est relativement, enfin, qui est intéressant, notamment cet ancrage territorial qu'aujourd'hui, ils n'ont absolument pas, que la France insoumise, ils ont identifié là que c'était un de leurs manques. Donc, voilà, là, ils ont dit, on va structurer en département, après, on va structurer en sous-groupes locaux, dotés avec de l'argent, parce que c'est ce qui manquait un peu auparavant. Il y avait des groupes d'action locaux, mais ils n'avaient pas d'argent. Maintenant, ils vont avoir de l'argent. Ils vont avoir l'argent qu'ils récolteront, hein. Exactement, non, mais bien Non, sûr. non, ils Non, mais n'auront pas d'argent. Il n'y a pas d'argent du national vers le non, local. C'est le local a le droit de récupérer de l'argent. Super. exactement. Il n'y a pas d'argent du national vers le local. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pensée d'organisation et aussi de comment est-ce qu'on finance cette organisation. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Moi, j'ai fait partie de groupes d'action à Paris, de groupes d'action de la France Insoumise. Je peux te dire que on se réunissait dans des cafés, on n'avait pas d'argent en fait pour faire nos actions et on ne réfléchissait pas à ça. C'était pas dans notre réflexion, quoi, dans notre spectre. Là, ça va l'être. Après, là où tu as tout à fait raison, c'est que ça ne résout pas la question stratégique centrale. Et j'ajouterais un élément, pour moi, en fait, c'est un objet en fait, que je suis depuis sa création, c'est la question du Parlement. Alors, le Parlement de l'Union populaire au départ, et qui est devenu après le Parlement de la NUPES, de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Là, en gros, ils font une proposition, c'est de le transformer, donc il s'appellera non plus le Parlement, mais il va s'appeler l'Agora. C'est-à-dire que, en fait, un Parlement, on imagine qu'il prend des décisions, enfin qu'il peut potentiellement prendre des décisions. Une agora, on imagine que c'est un endroit où les gens parlent. Le Comment? Parlement, Il n'en a jamais pris vraiment, oui, mais ça n'a on voit jamais dans été un son nom, Parlement. bien sûr, mais dans son nom, en fait, il portait cette ambition-là. Agora, il la perd. Une agora, c'est un endroit où, en fait, les choses vont se discuter. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que, en fait, Bon, ça ne pouvait pas être un parlement. Enfin, je veux dire, ils étaient élus par rien, ils étaient cooptés par ceux qui décident de coopter. Enfin, et on ne savait même pas sur quelle base ils étaient cooptés. Ils étaient cooptés parce qu'ils étaient des soutiens à Jean-Luc Mélenchon. Puis après, ils étaient cooptés parce qu'ils étaient des soutiens au Parti socialiste, aux écolos, etc. Mais enfin, je veux dire, c'était de la cooptation. En aucune façon, ça peut avoir une fonction dirigeante. C'est ça que je veux dire. non, mais il ne s'agissait pas de diriger. Un parlement n'a d'ailleurs pas forcément vocation à diriger, mais ils avaient vocation en fait à travailler, à faire des propositions. Après, on ne Non, savait pas trop où est-ce qu'ils étaient ratifiés. Non, ça mais n'a jamais été fait.
Il n'y en a Et ça, jamais eu. ça n'a jamais été fait. Et d'ailleurs, là, je te dis que donc c'est acté, puisque ça va s'appeler l'Agora. C'est-à-dire que genre c'est fini, c'est-à-dire qu'il y a plus, il y a même plus l'ambition de départ. Après, genre, pour poursuivre un peu ce que tu as dit sur où est-ce que se prennent les décisions sur la stratégie, en fait, se pose la question des personnalités. D'ailleurs, c'est interrogé beaucoup par les commentateurs. Les personnalités, en fait, qui vont participer à la réflexion de cette stratégie nationale de la France insoumise, à commencer par exemple par Clémentine Autain, François Ruffin, dont on va parler tout à l'heure, etc. En fait, on ne sait pas quelle place aujourd'hui ils ont ou ils peuvent avoir dans la nouvelle organisation de la France insoumise. Et d'ailleurs, a priori, ils n'en auront pas. Quand Manuel Bompard dit on fera de la place à ceux qui font. C'est-à-dire qu'il y aura, il y a pas. Non, mais je trouve ça Ça va assez faire plaisir intéressant. à Ruffin et à Autain d'apprendre qu'ils font rien, hein. Mais Non, bon, mais bah, pour la France insoumise, parce que peut-être qu'ils considèrent qu'ils font pour eux, mais pour la France insoumise, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils organisent des groupes d'action? Est-ce que genre ils organisent des événements labellisés France insoumise, etc. C'est sûrement ça que Manuel Bompard dit, genre, si vous faites des événements France insoumise, alors oui, vous avez vocation à participer des organes de direction de la France insoumise. Si jamais vous ne les faites pas, eh ben, vous ne pouvez pas. C'est ça qu'il dit hein, quand il dit c'est ceux qui le font qui participeront. Moi, je trouve ça assez. C'est une façon, pour moi, hein, pas très élégante quand même, d'écarter certaines personnalités sans vraiment expliciter en fait les raisons pour lesquelles, à la fois, bon, on dit Clémentine Autain et François Ruffin, il y en a sûrement d'autres, hein, mais ne pourront pas participer à ces instances de direction. mais il n'y a pas d'instance. Mais moi, surtout, ce que je pense, Pablo, c'est qu'en vérité, il n'y aura pas d'instance de direction. En fait, tu ne crois pas que c'est les groupes d'action, je ne sais pas, je ne sais même pas d'ailleurs quelle place ils ont, ces groupes d'action, mais ce n'est pas les groupes d'action qui vont diriger. Il y aura une coordination des groupes d'action. Donc là, ils vont coordonner leur action pour que celui qui fait un groupe d'action en faveur d'une loi sur l'eau, enfin de la prise en compte de la question de l'eau, ou le groupe d'action LGBT, enfin, je veux dire, ces deux groupes d'action, ils vont essayer de coordonner leurs efforts, de ne pas se marcher sur. Mais la stratégie, la ligne politique, ce n'est pas eux qui vont en décider. D'ailleurs, ce n'est pas la fonction qui leur est assignée. C'est très clair, tu as raison de rappeler ça. Bompard, il dit ce sont ceux qui font. Donc, ceux qui décident de l'orientation, cette question de finalement un parti politique, et quand on va parler de Ruffin tout à l'heure, je pense que c'est moi, ça va être la question que je vais lui envoyer, c'est au fond le cadre, l'orientation, la perspective dans laquelle on se place. Celle-là, elle n'est pas présente. Alors, il y a le cadre général, il y a la stratégie au long cours, et puis il y a la gestion au jour le jour. Et ben ça ne fait pas partie des prérogatives de cette coordination. Donc, Mais justement, il n'y a pas de direction de l'AFI. Il y en a une, évidemment qu'il y en a une. Mais cette direction de l'AFI n'est pas atteignable par tout un chacun. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, ils le disent très clairement, il n'y a pas d'adhésion à l'AFI. Tu ne peux pas prendre une carte, payer une cotise, etc. Tu as le droit de donner de l'argent à l'AFI, mais il n'y a pas d'adhésion à l'AFI. Donc, tu n'as de droit de rien. Tu n'as pas le droit de désigner tes dirigeants et de donner. Enfin, voilà, ça reste, franchement, je pense qu'on a à peine évolué par rapport à la situation hantée, qui était une situation, comme je l'ai dit et comme l'avait théorisé Jean-Luc Mélenchon dans un interview à Libération en 2018 ou en 2019, l'AFI, c'est un mouvement gazeux avec une clé de voûte. Voilà, et ça reste ça. alors, quand même, François Ruffin, dans l'Obs, Ah, on passe à Ruffin? oui, on passe à Allez, on Ruffin. passe à Ruffin. On passe à Ruffin, parce que c'est dans le prolongement, en fait. Non, Hein, non, parce que d'accord, bien, bien. Ruffin, en fait, il fait une propos. En absence de cadre, comme il ne peut pas discuter en interne, genre des questions qu'il avait envie de développer dans, le, dans son interview, bon, bah, il s'adresse à l'Obs, et c'est à l'Obs, en fait, qu'il verse sa réflexion. Moi, je me dis que ça aurait pu, dans un premier temps, être discuté en interne dans la France insoumise. Ouais. Ça a peut-être d'ailleurs été le Et cas, quel est mais l'interne? et quel est l'interne, Mais il n'y exactement? a Où pas est-ce que c'est possible? d'interne.
Non, non, mais je Non, sais, mais je il n'y sais a bien. pas d'interne. Non, mais Il n'y a pas d'interne, donc il n'y a pas d'externe. Donc François Ruffin, il fait des livres, il fait sa vidéo toutes les semaines dans sa cuisine et il donne des interviews aux journaux. Voilà. Alors l'Obs, on fait sa une, donc ça fait un peu événement. En plus, ils mettent un titre pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est « Je suis social-démocrate ». Donc évidemment, c'est notamment pour les lecteurs du Nouvel Obs. Ah bon, donc social-démocrate, Jean-Luc, merde, François Ruffin est des nôtres. Mais je veux dire, il n'y a pas d'interne, il n'y a pas d'externe. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie du sujet de l'AFI. Hein. C'est une question intéressante d'ailleurs de ne pas avoir de pot qui ferme l'interne et qui marque l'interne et l'externe. Donc en tout cas, François Ruffin n'a pas d'interne. Et à part ça, ce qu'il dit dans le Nouvel Obs, c'est très intéressant parce que c'est ramassé. Enfin, c'est ce qu'il raconte depuis maintenant quelques mois. Hein. Donc il n'y a pas de surprise, on ne tombe pas de l'armoire dans ce qu'il dit. Alors vas-y, donne-nous ta lecture de ce qu'a dit François Ruffin. Écoute, François Ruffin, je pense que moi je retiens, c'est un interview assez long, hein, qui fait quelques 5-6 pages. Il revient très longuement sur la question du travail, une nouvelle fois, en considérant que c'est c'est véritablement l'axe de recomposition et de relance de la gauche dans le monde populaire. Donc, il réinsiste sur ce manque dans le monde populaire. Il fait un hommage à Mélenchon, comme toujours, pour dire que si la gauche existe encore en France, c'est grâce à Mélenchon, mais qu'il y a un gros trou et que ce gros trou, ça s'appelle le monde du travail, d'une certaine manière. Hein. Donc, c'est pas un petit trou pour la gauche. D'ailleurs, c'est pas qu'un petit trou en France. Donc, lui, il revient assez longuement là-dessus. Et il dit, moi c'est ça qui m'a paru assez intéressant, qu'il formalise, il dit, moi je suis pour des petits pas, je suis pour des conquêtes. Les gens vivent tellement mal que je suis pour toute conquête. Donc, en ce sens, je ne promets pas le grand soir, je ne suis pas révolutionnaire, je suis social-démocrate. Et il cite à ce propos, je cherche la note que j'ai prise de ce qu'il dit à propos de Jaurès. Oui, il dit Jaurès promettait voulait allier le premier pas et l'horizon. Moi, ce qui me semble problématique dans ce que dit François Ruffin, c'est que d'une certaine manière, aujourd'hui, l'enjeu, évidemment, c'est d'améliorer la vie des gens. Et donc, en ce sens, il se prononce en faveur d'une stratégie du compromis, y compris du compromis avec le pouvoir en place à chaque fois que c'est possible. Il le conteste en même temps, hein, mais il en conteste la véritable faisabilité. Il est très, très dur, évidemment, à l'égard des libéraux. C'est quand même son cheval de bataille. Mais il est pour une stratégie du compromis et en tout cas absolument pas. Il est même opposé à une stratégie de la déstabilisation. C'est-à-dire qu'il dit on ne peut pas, quand on arrive au pouvoir, commencer à vouloir démettre ce pouvoir 15 jours après être arrivé à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, il considère il fait une analyse assez dure de la situation du pays, c'est-à-dire il dit on n'est pas du tout dans un moment chaud de la société. Il dit on est une société qui est gelée par, il dit le Covid La et la guerre en pandémie. Ukraine. Oui, la guerre en Ukraine et le Covid, avec l'injonction de rester chez soi devant la télé. Moi, ce que je pense, c'est que là où il y a un truc qui dysfonctionne dans le discours de François Ruffin, c'est précisément quand il dit je ne promets pas le grand soir. C'est-à-dire que, évidemment, que je ne pense pas qu'il faut promettre le grand soir, ça n'a aucun sens. D'abord, la promesse du grand soir, il ne peut y avoir de grand soir, il n'y a pas de grand soir, et il ne peut y avoir de transformation radicale que parce que les gens en décident, pas parce que tu leur en fais la promesse. Mais par contre, ce que je trouve qui ne va pas dans le discours de Ruffin, c'est que aujourd'hui, devant l'ampleur des problèmes auxquels on est confronté, qui doivent se traduire par des avancées, par des petits ou des moyens pas selon les situations et les enjeux, c'est que ça ne peut pas être en dehors d'une pensée ambitieuse, globale et révolutionnaire. Et c'est ça que je trouve qui fait désordre dans sa tête, quoi. C'est-à-dire que si on veut réussir des petits pas, qui soient réellement des transformations et qui réinventent un nouveau, qui apportent des réponses dans le sens que l'on veut, qui fassent évoluer la société vers plus d'égalité, qui contredisent le réchauffement climatique, redonnent du sens au travail, etc., etc., il faut réfléchir dans une perspective plus longue. Moi, j'ai le sentiment
que ce qui fait profondément défaut dans la pensée politique moderne, c'est une pensée révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est pas, et là je n'attribue pas à un parti, je ne considère pas que c'est le Parti communiste qui doit avoir une pensée révolutionnaire, mais ce que je pense, c'est qu'il faut une pensée de transformation qui embrasse l'ensemble des sujets qui sont en train d'être refondus, déstabilisés, à réinventer. Et là, Ruffin, il fait un pas de côté par rapport à ça. Et ça me semble être en fait contre-productif par rapport à ses propres objectifs. Alors, c'est intéressant parce que moi, c'est l'endroit qui m'a le plus aussi intéressé dans l'interview de Ruffin, c'est en fait l'endroit où il se situe en fait par rapport à toutes ces luttes. Et toi, tu dis, il faut pas qu'il promette le grand soir, mais il faut quand même qu'il fasse une proposition, révolutionnaire. Et Il moi, faut ce que qu'il j'ai l'ait en vu pensée, il faut que cette oui, pensée voilà, j'ai existe. C'est compris, pas j'ai qu'il faut compris. qu'il fasse une proposition. Moi, je pense pas que c'est pas un problème de faire un discours révolutionnaire. Voilà. Mais si tu, quand ici Ambroise Croizat, Mmh. euh, pardon, mais c'est pas un hasard si c'est un ministre communiste qui a fait la proposition de la sécurité sociale. Bien C'est qu'il sûr, y a quand même bien un sûr. arrière-plan, un sous-bassement révolutionnaire Mais qui est indispensable si on veut faire la sécurité sociale. Mais en fait, là où je voulais en venir, c'est que le problème de François Ruffin, c'est qu'il ne veut surtout pas en fait se placer dans une espèce d'avant-garde en fait qui serait déconnectée de la réalité de la vie des gens. Ça l'effraie vraiment énormément. Et en même temps, il veut pas non plus être genre complètement dans le magma impensé du présent. Il veut être dans un espèce d'entre-deux. Et c'est ça qu'il essaye, à mon avis, de construire là ces derniers mois, ces derniers temps. Et se pose aussi du coup la question de à quoi sert un homme politique. Et il se pose plusieurs fois cette question, ou une femme politique d'ailleurs, et lui il répond par C'est oui, trop sympa. Ah, non, merci, merci pour elle. et il répond par la question de l'incarnation. Et il dit, il faut l'incarner. Il dit, on a parlé du travail, par exemple, Mmh. pendant l'élection présidentielle de 2022, mais ça n'a pas été incarné. Et je trouve ça intéressant parce que lui, c'est ce qu'il entend faire. En fait, il entend incarner une certaine vision de la réalité. Et pas forcément, moi, c'est là que je vois la différence avec l'horizon. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, il y a des choses qui se passent dans la société, à plein d'endroits, dans le travail, mais pas uniquement, chez les écolos, chez les machins. Et lui, il dit, moi, je vais prendre ce qui existe et je vais l'incarner. Et en l'incarnant, je vais lui donner une surface politique, une grande surface politique. En revanche, il ne veut pas se situer en amont, c'est-à-dire qu'il ne veut pas incarner en fait quelque chose qui n'existe pas. En fait, il veut que partir du réel. Et c'est en Mmh. ça à plusieurs moments, il dit moi, je suis un homme du compromis. Enfin, il nie le fait qu'il est dans le conflit systématique et il dit je suis dans le compromis. Et à un moment, et ça fait rire le journaliste de l'Obs, il dit je suis un modéré. Nous sommes les modérés. Nous incarnons les modérés contre ces radicaux à la fois De l'argent, des de radicaux de l'argent, l'argent. des radicaux de l'argent. Voilà. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que, en fait, toute la réflexion de François Ruffin, elle part de l'immanence, en fait. Elle part de ce qu'il rencontre, la façon dont. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il se définit aussi, et c'est comme ça qu'on le définit. On dit, ah, François Ruffin, c'est celui. Dans le portrait juste avant, il y a un socialiste, un député socialiste qui parle de lui et qui dit François Ruffin, c'est celui qui parle le mieux de ce que je vois moi sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, Reporter journaliste. il est exactement. Mais oui, mais moi je dirais plus que ça, parce que ça c'est comme ça que lui se définit. Et moi je dirais même que il a une façon en fait de transcender politiquement la réalité en fait, et du coup d'incarner la réalité, ce qui est hyper difficile. Hein. Enfin, et après la deuxième partie, après l'interview, il y a un portrait de sa bibliothèque. Enfin, il y a quelqu'un qui décrit sa bibliothèque et en fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, en fait, enfin, pardon, il a le même rôle en fait qu'un auteur de littérature, c'est-à-dire qui est aussi là pour transcender la réalité et pour faire une proposition littéraire de la réalité. Lui, il en fait une proposition politique. Et ça, en fait, ça répond à ce que tu dis, Catherine, sur il faut que toi, tu dis, il faut qu'il se projette quand même dans un horizon révolutionnaire. Mais en vrai, pour moi, c'est pas sa place. Enfin, c'est pas la place qu'il a envie d'avoir. Il a vraiment envie d'avoir la place de vraiment, il a les deux pieds dans la réalité et il incarne une certaine réalité contre une autre réalité, qui est la réalité de l'argent.
Ça, il entend s'y opposer. Mais c'est là-dedans, en fait, qu'il trouve, en fait, son souffle politique. Je trouve pas ça, enfin, moi, je trouve ça même hyper, hyper intéressant. Alors moi, je Après, suis pas le tout à problème, fait. j'ai juste un tout petit Vas-y. problème, en fait, quand même avec ça, c'est que ça lui fait oublier, en fait, une partie du problème. C'est-à-dire que, comme lui, il dit, bah, moi, je vais être du côté de ceux qui travaillent, enfin, de la valeur travail, de ceux qui, genre, je sais pas, toute une foultitude d'éléments et de paramètres, mais ça lui fait oublier, par exemple, que, ben, on est dans une société raciste, on est dans une société individualiste où les gens aiment bien écraser leurs voisins, on est dans une société où il y a de la violence, etc., de la violence policière. Et tout ça, comme lui, c'est pas ce qu'il a envie d'être, hein, et du coup, il l'oublie. Il oublie que ça existe. Or, on ne peut pas oublier. Moi, je veux bien qu'on incarne le juste, qu'on incarne le travail, etc. Le problème, c'est qu'en face, il y a aussi l'injuste, il y a aussi le racisme, il y a aussi la haine. Et que ça, il faut aussi le prendre en considération si on veut faire une société unie, quoi. Enfin, réfléchir sur un territoire, en l'occurrence le territoire national, de façon entière. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ajoute un dernier petit point dans le texte. Moi, enfin, dans son interview et en fait dans ce que je perçois de François Ruffin, je ne crois pas tout à fait qu'il veuille incarner le monde du travail. Il veut donner à voir le monde du travail, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il n'est pas lui-même, je ne sais pas moi, un cariste, une ATSEM, etc. C'est-à-dire qu'il ne prétend pas être. Mm. Il dit il faut que ce monde-là existe. Et ce que je trouve très intéressant chez Ruffin, c'est que je l'ai entendu hier, il était sur France Culture hier soir, donc il est actif sur les médias, là, dans les médias en ce moment. Donc, il était sur France Culture hier soir à 18h30 dans le débat de France Culture et il parlait de ces gens qui, à Amiens, n'avaient, il y a quelques années, pas encore l'eau chaude et qui, malgré tout, étaient heureux. Et ce que je trouve intéressant chez Ruffin, c'est que précisément, il met beaucoup en avant la question sociale, mais il ne réduit pas l'homme à la question sociale. C'est-à-dire qu'il sait bien que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est malheureux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité stricte entre les deux et que c'est pas la double peine, quoi. Hein. Donc, on peut avoir une dignité, être pauvre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre la pauvreté. Hein. Donc, je pense que Ruffin ne veut pas incarner. Et deux, ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est que là, il assume la fonction politique. C'est-à-dire, il dit il faut qu'on prenne le pouvoir. Alors, évidemment, comme on a fait à Clémentine Autain, à l'émission de Léa Salamé, ils cherchent à savoir quel Candidat. rôle, etc., et tout candidat. Voilà. Bon, évidemment, dans un papier de l'Obs, tu le ressens pas comme ça, comme vraiment Léa Salamé a été vraiment pas possible avec Clémentine la semaine dernière, vraiment elle a harcelé pour qu'elle dise qu'elle est candidate à l'élection présidentielle, ce qui n'a pas de sens, ça n'a pas plus de sens pour Clémentine Autain que pour François Ruffin. Néanmoins, François Ruffin, il affirme très clairement que ce qu'il faut, c'est passer un compromis politique. Et il dit à un moment donné, il dit, on veut le pouvoir, deux, je veux en être, trois, il faut qu'on fasse moins peur au centre-gauche que Marine Le Pen fait peur au centre-droit. C'est-à-dire, et il dit très clairement, il dit, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre façon d'être, la gauche critique, effraie, nous bloque pour le second tour. Or, nous devons viser le rassemblement de second tour. Donc, en fait, il y a plein de choses dans son interview qui sont des réflexions de stratégie, là, en l'occurrence, parce que est-ce qu'il faut mobiliser son groupe au premier tour? Est-ce qu'il faut déjà penser au second tour? Bref, tout ça, c'est des questions qui sont d'ordre d'analyse de la société, de son état et d'une stratégie politique que François Ruffin énonce dans cette interview. Donc, si vous avez l'occasion de la lire, c'est pas mal. En tout cas, pour boucler par rapport à notre débat de tout à l'heure, Ruffin dit quelque chose. Je veux dire, c'est quand même dans l'espace de la gauche, il fait partie des quelques qui ont une pensée, une parole qui est articulée et exprimée et qui mérite d'être discutée et que nous n'avons pas. Alors, je dis un nous global, la gauche n'a pas de lieu dans lequel ces choses-là se discutent. Donc, peut-être que ça sera dans l'agora de la NUPES, mais encore une fois, même cette agora, je veux dire, c'est une convergence de gens qui n'ont de compte à rendre à personne et qui n'ont qu'une particulière légitimité. Donc, en tout cas, on a bien une question
qui dépasse d'ailleurs la question de la seule FI. Il y a bien une question de où est-ce que la gauche élabore sa réflexion. Elle est à plat, la gauche, hein, vraiment, elle est. Bon, Et là, je pense que le réveil est brutal, hein, parce que ouais. politiquement, c'est pas flambant et socialement, c'est pas flambant non plus. Donc, comment on fait, quoi? Alors, justement, il y a une question en fait qui mérite qu'on s'y attarde, à gauche, c'est la question des médias, la question médiatique. On va passer à notre troisième sujet. C'est ce qui s'est passé, sur le plateau de Touche pas à mon poste, pardon. Oui, l'émission de Cyril Hanouna où en gros, si je résume très rapidement pour ceux qui n'ont pas vu, mais je pense que beaucoup savent de quoi on parle. Mm. Louis Boyard, donc le député France Insoumise, était invité sur le plateau. On lui parle, il était invité pour venir parler de la question de l'Ocean Viking et des plus de 200 migrants qui étaient à bord. Et lui, il fait un parallèle à un moment entre l'indécence en fait qu'il y a à se poser la question de savoir s'il faut accueillir ces migrants et le fait qu'en France, il y ait des milliardaires qui s'en foutent plein les poches. Et il cite à ce moment-là Vincent Bolloré notamment. Et ensuite, notamment, le procès que Vincent Bolloré a en Afrique. Et là, Cyril Hanouna lui intime de se taire, vraiment, il n'y a pas d'autre Mm. mot, et monte en fait sur ses grands chevaux en lui expliquant qu'en gros, il est chez Bolloré, puisque l'émission est produite par Canal+, et diffusée sur Canal, sur une chaîne de Sur Canal C8. sur C8, et il dit bon, mais tu n'as pas le droit de dire ça, et tu n'as pas le droit de dire tu es un abruti, donc il le traite de tous les noms, hein, il y a des insultes, et il lui demande de se taire, et il lui dit notamment si tu es là, c'est grâce à moi, parce que tu as été chroniqueur, et effectivement c'est vrai, hein, Louis Boyard a été chroniqueur dans l'émission de Cyril Hanouna, et il lui dit tout ce que tu es aujourd'hui, tu l'as grâce à moi et grâce à Vincent Bolloré, donc tu craches pas dans la soupe, moi je crache pas dans la main qui me donne à manger, je sais pas quoi. Voilà, bon, c'est Il la sort séquence. et Boyard est obligé de sortir Ouais, sous les colibés, les insultes du public ouais, qui crient tous ensemble sort, sort, sort. ouais. C'est-à-dire, Non, c'est c'est-à-dire d'une violence, la c'est séquence, en plus c'est incroyable. longue, hein, ça dure une dizaine de minutes, c'est d'une violence absolue. Bon, je sais pas, toi vas-y, comment tu lis ce qui s'est passé? Ben, moi, ce que je pense, c'est que Cyril Hanouna, c'est le futur Trump français. Voilà ce que je pense. Mon idée, c'est que Cyril Hanouna représente la forme, une forme de l'extrême droite qui est après celle qui est née en Italie, celle qui est aux États-Unis, qui s'enracine dans un monde médiatique euh, dégueulasse, hein, on va dire comme ça, parce que c'est véritablement une des émissions dans lesquelles la violence, le clash sont au principe de l'émission, dans lequel on fait venir des personnalités politiques qui sont interrogées par des personnes qui n'ont pas de compétences et pas de connaissances, c'est-à-dire que on abdique complètement de la fonction journalistique, contradictoire, etc. Et dans l'émission de Cyril Hanouna, bon, ça avait été documenté avant la période officielle de la campagne présidentielle. Plus de la moitié du temps d'antenne était donné pour la partie politique était accordée à Éric Zemmour, donc le soutien de François, enfin, qui bénéficiait du soutien de Bolloré. Et quand il était critiqué, il est toujours mis au centre de tous les débats, quoi. Il est victimisé, mis au centre de tous les débats, etc. Enfin, Zemmour à l'époque. Euh, bon, c'était une stratégie. Bolloré était un homme de médias qui a un projet politique. Moi, ce que je pense, c'est que d'abord, c'est totalement faux que C8 il n'est pas sur C8 chez Bolloré. C8, ce n'est pas à Bolloré. Je veux dire, C8, c'est un passage de la bande qui est distribué par l'ancien CSA, c'est-à-dire que c'est avec un cahier des charges et cette bande passante, elle appartient à la nation française. Donc C8 n'appartient pas à Bolloré et dans le cahier des charges, il n'est pas autorisé d'être complètement inégal comme les C8. Deuxièmement, il faut absolument prendre conscience que Cyril Hanouna est un fasciste.
Je veux dire, ce type a dit à propos du meurtre de la petite Lola il y a 15 jours, ce qui leur vaut un rappel à l'ordre il faut un procès, Hanouna dans cette émission, il faut un procès expéditif expéditif. et la prison perpète. Voilà. Monsieur a décidé que c'était la prison perpète pour la dame avec un procès expéditif. Et encore une fois, il monte, il manipule complètement les spectateurs qui sont sur le plateau, mais les téléspectateurs d'une façon générale. C'est quelqu'un qui est au service, qui est payé par Bolloré au service d'une stratégie d'extrême droite de Bolloré et sans limite et sans retenue. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment choqué, c'est quand il dit moi, je ne crache pas dans la main de celui qui me nourrit. Bon. C'est-à-dire que là, il alimente quelque chose qui fait partie, qui est une des bases de l'idéologie aussi fasciste, hein, qui est en fait les puissants ont des droits. Ceux qui payent ont des droits. Et donc là, ils ont le droit de nous imposer de nous taire. Et quand on est le salarié d'une entreprise, eh ben, on doit se taire. On doit faire ce que le patron impose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique de la soumission et de la soumission aux puissants. Et cette idéologie-là, qui est assumée, portée comme ça par Cyril Hanouna, elle est extrêmement dangereuse. Et elle est cohérente. Parce que ce que je veux dire, c'est que ce type, qui est assez brillant, enfin assez brillant au sens il est en phase avec son temps. Je ne dis pas que c'est une lumière il n'est pas brillant au sens de c'est pas Einstein, mais c'est quelqu'un qui sait faire le show, qui est en phase avec son temps, et c'est quelqu'un qui a un vrai potentiel. J'ai fait un débat sur un plateau l'autre jour sur l'évolution de la droite vers du Trumpisme. Moi, je ne crois pas que c'est Ciotti qui va vers le Trumpisme. C'est Cyril Hanouna. Le candidat trumpiste, c'est Cyril Hanouna pour 2027. Zemmour s'est planté. Je pense que Bolloré est déjà à la recherche de la relève et à mon avis, c'est lui. Moi, je Il ne souscris faut à pas y tout. aller. Voilà, un dernier point, Ah oui, c'est une non, parce question, que c'est ça aussi voilà, la question. la question, c'est est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y Mm, aller mm. dans le papier du Monde, Clémentine Autain dit bon, c'est une question compliquée parce qu'il y a des gens qui ne s'informent que à travers Cyril Hanouna. Moi, je pense que les termes, la façon de conduire cette émission, tout dans cette émission emmène vers de la fascisation des esprits. Je ne pense pas qu'on puisse inculquer la moindre idée positive, intéressante, critique, qui permettent de se ressaisir quand on est dans cette émission. Je pense que Raquel Garrido l'a appris à ses dépens et Jean-Luc Mélenchon aussi. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter d'aller chez Cyril Hanouna et dire que Cyril Hanouna est au service de Vincent Bolloré, qui est un fasciste. Alors, moi, je souscris à peu près tout ce que tu viens de dire. Moi, il y a une autre chose, en fait, qui m'a intéressé dans ce qu'a dit Cyril Hanouna, dans ce qu'il a dit à Louis Boyard. Il dit à un moment, non, et moi, je fais du divertissement. En fait, on est là pour, moi, je suis là pour divertir les gens. Sous-entendu, je ne fais pas de la politique. Et c'est ça aussi, moi, qui me dérange. C'est qu'en fait, Cyril Hanouna, pour moi, il est aussi l'aboutissement de tout ce que la télé, depuis 20 ans, en fait, est en train de produire, j'allais dire de produire de pire, mais de produire tout court. Parce qu'il faut savoir, en fait, qui y a sur le plateau. Puisque sur le plateau, tu as genre 7 personnes d'un côté, 7 personnes de l'autre, donc des Sur le plateau, commentateurs pas le sur le public, plateau. Oui, pas le public, oui, oui, non, autour de la table, la autour de la table. conversation. Exactement. Et c'est vraiment tout ce que la télé a produit de pire depuis 20 ans. Hein. C'est l'ancien présentateur de Love Story, donc un truc de télé-réalité du début des années 2000. Il y a des anciens présentateurs de foot. Il y a des anciennes stars de la télé-réalité. Enfin, tout ça se mélange. Tout ça donne son avis sur tout et n'importe quoi. Alors, ils sont là avec des panneaux. Oui, non. Est-ce que tu es pour la peine de mort? Oui, non, etc. Et puis, ils ont la possibilité d'argumenter, entre guillemets, de donner leur opinion, en tout cas, sur les sujets qui sont abordés, qui parfois sont des sujets graves. Donc, moi, je ne mettrais pas Cyril Hanouna, parce que et les gens, pardon, ils viennent aussi de toutes les autres chaînes. Hein. Avant, ils étaient sur TF1, avant, ils étaient ils étaient à l'équipe ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, ils convergent tous ici. Donc, lui, il a ramassé tout ce petit monde
qui n'a pas l'impression de faire de la politique. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que je ne suis pas pour la sacralisation à l'extrême de ce que c'est que la politique et de dire que la politique n'est que l'affaire de ceux qui réfléchissent le mieux, etc. Mais lui, je vois très bien en fait dans ses discours à Cyril Hanouna la façon dont il imagine que c'est la politique et dont il imagine que c'est la démocratie. Lui, il dit la démocratie, ça veut dire avilir le plus possible la politique, mais avilir au sens de genre, la faire redescendre sur Terre. Et donc, plus c'est crado ce qu'il raconte sur la politique, plus il va avoir l'impression que le peuple peut s'en emparer. Mais c'est spécial comme raisonnement. Moi, je ne suis pas du tout pour ça. Moi, je suis pour, au contraire, de dire, bah, en fait, on va tous aller, on va tous essayer de s'amener vers le haut. Lui, il dit non, on va tous se ramener vers le bas. Et puis, comme ça, tout le monde on sera tous écrasés par terre à raconter n'importe quoi. Et ce sera ça la vraie politique. Et c'est en ça qu'il est un vrai danger. Parce qu'il n'accorde aucune sacralité, ni au fait que, bah, en l'occurrence, Louis Boyard est un élu de la République, ni à ce que c'est que la politique en général. Pour lui, et là, sur le plateau, c'était assez intéressant parce que beaucoup de gens, à mon avis, n'ont vu que la séquence avec Louis Boyard. Mais quand tu regardes l'émission dans son entièreté, juste après, tu as une chanteuse, qui s'appelle Affida Turner, qui est assez rigolote au demeurant, mais dont la marque de fabrique est son extrême vulgarité. Et donc, qui arrive dans un maillot de bain complètement échancré et complètement fou, qui danse de façon complètement folle sur le plateau. Et c'est 10 minutes après ou 10 minutes avant, je ne sais plus, l'intervention de Louis Boyard. Et tout ça se mélange, et puis après, il commente la performance d'Affida Turner. Tout ça se mélange, et c'est vrai que la bouillie en fait, intellectuelle qui en ressort est, à mon sens, hyper problématique pour, que pour notre société en général, mais pour lui, elle est, comme tu l'as dit à un moment, tu as dit en fait, il est qu'un symptôme de son temps, Cyril Hanouna. En fait, il est, il est dans son époque, en fait. Non, je n'ai pas Et dit il qu'il est était la un symptôme démonstration. parce qu'il est un acteur. Il n'est pas Il est un symptôme. acteur. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Il agit, il produit son temps. Mais il est Moi, particulièrement en phase avec lui. Et c'est ça le oui, problème, en fait. Le oui, problème, oui, c'est c'est pas ça que sa Cyril force. Hanouna, c'est tout le reste. Et après, la question de savoir si on doit participer, si la gauche doit participer à ce genre de mascarade fascisante, euh, moi, je ne serais pas aussi radical que toi. Je ne sais pas si on doit y participer ou pas. Moi, par exemple, on m'invite souvent sur son plateau. J'ai toujours refusé parce que ça me terrifie. Je ne saurais même Bizarre pas. que tu ailles là-bas, hein, punaise. Oui, 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 oui. Mais la question, mais comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est des millions de téléspectateurs. Après, la question, ce qu'il faudrait voir, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est, tout à l'heure, tu as dit le temps d'antenne consacré à plus de 40 ou 50% à 52% Zemmour, à Zemmour. 52% à Zemmour pendant la présidentielle, dont acte. Il faudrait savoir ce que la présence, par exemple, de Raquel Garrido, qui a souvent été, ou d'autres personnalités de la gauche, savoir ce que ça a apporté. Qu'est-ce qu'en pensent les gens qui regardent Cyril Hanouna de la présence de Raquel Garrido? Est-ce qu'ils se disent, putain, tiens, oui, genre demain, je vais prendre ma carte, bon, il n'y a pas de carte, comme on l'a dit tout à l'heure pour la France Insoumise, ou tiens, je vais être plutôt du côté des grévistes que du côté du patron et de ceux qui disent que ça fait chier. Je vais être plutôt. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça induit en fait sur eux? Parce il y a être là, c'est une chose, mais il y a être là pour faire quoi, en fait? Pour changer quoi? Si c'est juste pour faire le clown et faire partie de la tapisserie, ça ne sert à rien d'y aller. Et ça sert justement juste à permettre à Cyril Hanouna de dire, bah, vous voyez, comme il l'a dit d'ailleurs à Louis Boyard, regarde, j'invite tout le temps la NUPES, vous êtes tout le temps sur mon plateau. Donc, si c'est juste pour lui permettre de dire ça ne va pas. Mais par contre, s'ils arrivent à créer un rapport de force intéressant et à faire que bah, y a certains téléspectateurs Tu l'as déjà bien, après. tu as bien expliqué que, un, il n'y a pas de rapport de force intéressant possible compte tenu de comment est composé le plateau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, je pense qu'il faut relativiser l'impact de ce genre d'émission sur la conscience politique des gens. C'est-à-dire que je me souviens que un des arguments de Mélenchon pour aller à l'émission de Hanouna, c'était que le public de Hanouna vote dans de fortes proportions pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui est normal. C'est des jeunes et des jeunes des catégories populaires. Donc,
dit, moi, les gens qui votent pour moi, ils sont là, donc je vais leur parler. Sauf qu'en fait, ils ne votent pas pour lui parce qu'ils regardent Cyril Hanouna. Ils votent pour lui pour un ensemble d'autres. Ce qui fait qu'on structure une pensée politique, qu'on se prononce pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, c'est pas chez Cyril Hanouna que ça se joue fondamentalement. Donc moi, je pense que c'est faire tapisserie, c'est participer de cette fascisation du débat public et que c'est une grosse illusion que de penser que c'est chez Cyril Hanouna que ça se joue. Ça ne se joue pas là, ça se joue beaucoup plus dans la façon d'être en politique, de représenter la politique. Mais dernier point que je veux ajouter par contre pour la pierre dans notre jardin, c'est que je ne me satisfais pas de ce qu'est l'espace médiatique de gauche en ce moment. C'est-à-dire que notre espace médiatique, il est aussi, à mon avis, très il s'adresse comme nous le faisons au débrief. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas faire le débrief. Le débrief, ça s'adresse à un tout petit groupe de gens qui s'intéressent vraiment à la politique constituée. Ce que nous faisons, toi et moi, tous les dimanches, quand on discute ensemble. On parle de la politique telle qu'elle est constituée. Et ça ne concerne que quelques, allez, à tout casser 100 000 personnes en France. Il n'y a pas plus que ça, de gens qui s'intéressent vraiment à ça. Il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la politique, mais il y a beaucoup de gens pour qui l'espace politique tel qu'il fonctionne ne les concerne pas, ne les intéresse pas. Or, nous n'avons pas trouvé toute la gauche, hein. Alors là, Le Monde diplomatique, Mediapart, Nouvelle Obs, Libé, Politis, Regard, Blast, le Média, enfin tout ce qu'on voudra, tous ces organes de la gauche qui sont très divers, nous n'avons aucun d'entre nous ne parle à la jeunesse, ne parle aux catégories populaires. Il y a un léger souci quand même. Ce que fait Cyril Hanouna. Donc moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser aux médias, mais en tout cas dans celui-là, je pense qu'il n'y a rien à y faire. Alors, dernière question qui n'a absolument aucun rapport, mais on voulait en parler. Catherine, tu as signé un texte qui va bientôt sortir sur la corrida. Euh, donc, pour défendre la corrida après la proposition de loi qui va être débattue la semaine prochaine à l'Assemblée nationale portée par Éric Caron pour interdire la corrida. Donc, toi, tu es tu es contre l'interdiction de la corrida, en tout cas. Vas-y, c'est quoi tes Alors, arguments? moi, je signe très très rarement des textes. Hein, c'est Oh. que juste, j'y crois pas beaucoup. Là, c'est mon amie Marion Mazoric, qui est l'éditrice du Diable Vauvert, qui en est l'auteur, je pense reconnaître sa plume dans ce texte, qui elle-même pratique la corrida, qui est donc l'animatrice de cette maison d'édition Le Diable Vauvert, qui édite Regard. Alors, c'est pas parce que Marion nous nourrit, hein, parce que ne me croyez pas, mais c'est parce que je suis d'accord avec pas le détail du texte, mais le fond de la question que ça pose. C'est que d'abord, je pense qu'il s'agit d'une tradition très très ancienne d'une petite région française dans l'Ouest et la Camargue, et que je pense qu'on est en train de superposer des questions qui ne sont pas de même nature, c'est-à-dire la souffrance animale et la corrida. Ça, c'est ce que dit très bien le texte, hein. C'est-à-dire que chaque année, il y a des millions d'animaux qui sont tués et 100 000 bêtes domestiques, enfin des chiens, des chats qui sont abandonnés par les Français, et qu'on va parler des 800 taureaux. Donc, c'est faire un amalgame qui n'a pas de sens. Deuxièmement, c'est une pratique populaire qui est très ancrée, mais ce qui fait que sur le fond, moi j'ai toujours plutôt soutenu la corrida, quand bien même ça ne m'intéresse pas d'y aller personnellement, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose qui horrifie tout le monde, qui est cette mise en scène de la mort et de ce combat des hommes contre les animaux, qui aujourd'hui n'est pas, évidemment, aujourd'hui on est plutôt porté sur la défense des animaux. Néanmoins, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de comment l'homme a réussi à s'extraire d'une nature dangereuse et à lui faire face. Et c'est ça que raconte la corrida. Et au fond, il n'y a pas tant que ça de pratiques et de mise en scène aussi profonde, comment dire, ancrée dans l'histoire, portée par des pratiques et par un univers qui raconte cette histoire de l'homme qui doit réussir, l'homme avec un grand H, qui doit réussir à faire face à la dureté, la difficulté de la nature. Et deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'autre lieu, à ma connaissance, où on voit la mort.
Et là, on voit la mort. Et bon, cette question pour moi de la sortie de la mort, du combat à mort et de la mort de notre champ de connaissances et de représentation me semble être quelque chose de totalement problématique, névrosant. Voilà pourquoi moi je l'ai signé. Alors je sais très bien, tu m'as dit on n'en parle pas, parce que ça va être la folie. Tout le monde va nous défoncer sur ça. Alors, très clairement, c'est moi qui l'ai signé en mon nom personnel. Ça n'engage pas regard. Et c'est tout à fait certain que la rédaction, quand on a eu l'occasion de parler de la corrida, les points de vue sont. Mm. Je suis extrêmement minoritaire hein, sur ce point de Ouais. vue, qu'on le sache. Euh, ouais, c'est tout à fait vrai. Alors moi juste, j'aimerais revenir sur deux points que tu as dit. Le premier, c'est le rapport à la tradition, le rapport à l'ancienneté en fait de la pratique. Ça, je pense que c'est pas un argument en fait pour défendre la Bah, moi, tu veux corrida. que je te dise un Je veux truc? dire, Pablo, ouais, je vais te dire un truc. Moi, dans ma vie, là, si je vais vous montrer ma cuisine, dans ma vie, la chose qui m'intéresse le plus comme art, c'est la poterie. oui, mais Pourquoi? Parce que précisément, c'est une tradition, c'est une fabrication qui est ancestrale dans laquelle les hommes ont fabriqué des objets de leur quotidien, mais dans lequel qu'ils ont sublimé par des formes, par des décorations, etc. Et le côté archaïque de la poterie, dont on n'a mhm. absolument plus besoin aujourd'hui, moi, ça continue de m'intéresser profondément. Non, mais je comprends. Et d'ailleurs, la poterie est sans cesse réinventée. Aujourd'hui, les gens qui font encore de la poterie, il y a plein de cours de poterie à Paris, par exemple. Ah, je vous montre Euh, une très belle assiette que j'ai, qui a été fait par un potier dans le sud, et c'était le gars qui faisait le vernis des poteries de Picasso. Donc c'est des dessins, on voit vraiment l'esprit des dessins de Picasso. Voilà, c'est ça que Non, j'aime. mais je comprends ce que tu dis. En revanche, on est aussi en droit, on est aujourd'hui au XXIe siècle, on est aussi en droit d'interroger en fait certaines traditions. Si certaines traditions vont à l'encontre de certaines de nos valeurs ou de certains de nos horizons politiques, pour reprendre les mots qu'on utilisait tout à l'heure, bah, on peut se dire, bon, bah, si les traditions, par exemple, c'est voyager jusqu'à l'autre bout du monde tous les jours en avion, je sais pas quoi, bon, bah, on peut dire, bah non, stop. On peut dire, en fait, toutes les traditions ne sont pas forcément en accord avec nos valeurs humanistes, écologistes, etc. Donc, sur certaines, on peut les faire évoluer, on peut les changer, etc. Ça, c'est la première Certes, chose. Non, mais c'est très certes. important. C'est très important. On a Et le droit de ne pas taper sa femme et tout ça et tout ça. On a même exactement. le devoir de ne pas taper. Tu Bien vois, sûr, même mais si c'est c'est pas. dit dans la Bible, tu vois, ou je sais pas quoi, ou dans Oui. le Coran. Euh, mais et la deuxième chose, à mon avis, qui est plus importante, c'est ce que tu as dit sur le rapport à la mort. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant que lors de mes études secondaires, on apprend un truc à tous les étudiants, enfin à tous les, plutôt les élèves. On nous parle de la mort dans les grands textes classiques, que ça soit chez Euripide ou chez Racine. Et on nous dit, voilà, on nous porte à notre connaissance un concept qui est le concept de catharsis et qui est précisément en fait Hmm. voir quelque chose et en voyant cette chose, en fait, ça nous permet après dans notre vie, en voir la représentation, ça nous permet dans notre vie de ne pas reproduire en l'occurrence la violence, en l'occurrence la haine, en l'occurrence la jalousie, en l'occurrence et la question de la mort était entendue comme ça dans ces textes classiques. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ce rapport à la catharsis n'existe plus vraiment. C'est-à-dire qu'on a des représentations, mais qui sont des Pas dans une représentations. corrida. Comment? Pas dans une corrida. Dans une Alors, corrida, ça existe. Tu as déjà exactement, vu c'est une ce que j'allais corrida? dire. Oui, oui, j'ai déjà vu une Ah corrida. bon. J'ai déjà vu une corrida et je suis d'accord avec toi. C'est le dernier endroit en fait où il existe en fait ce type où en fait la catharsis est rendue possible. Pour autant, je mets ça, il y a ça, il y a en fait à quoi ça sert la catharsis. On peut se poser la question de savoir si on a encore besoin dans notre société, si on ne peut pas recourir en fait à des formes fictionnelles. En fait, ce que tu dis, on n'a pas de rapport à la mort. C'est pas tout à fait juste, pas un rapport à la mort directe, mais par contre, dans les films, dans la littérature, dans la C'est sûr, on musique, envoie, il je y a sais la plus, les mort. jeunes, ils envoient 10 000 par an, un truc Voilà, comme ça. Il y a des études qui ont été faites sur le nombre de morts dans les fictions et dans les jeux voilà. vidéo, c'est 10 000 morts par an, Ou quoi. dans la littérature. Donc, Enfin, on je ne veux voit dire, plus la mort, donc ce n'est plus la mort. C'est ça qui est. Mais c'est ça qui est totalement. Enfin, moi, j'ai vu, je sais pas, une ou deux fois, hein, j'ai vu des corridas, c'est quand même. Enfin, moi, j'en ai gardé un souvenir, mais euh, enfin, ça m'a bouleversé, quoi, hein, de voir un taureau mourir. C'est.
Moi, j'ai Oui, jamais vu même pas un poulet mourir, tu vois. On voit un taureau mourir, c'est d'une puissance incroyable, quoi. C'est pas des morts, les 10 000 morts des jeux vidéo, hein. Je peux te dire que oui, là, la certes. mort, c'est quelque chose. La mort, c'est quelque chose. Oui, oui, certes. Et, mais il y C'est a pas une aussi. abstraction dans les abattoirs, hein. Non, non, mais je suis Ça d'accord. Mais tu m'a. vois, Oh. il y a aussi des artistes qui font des. Moi, il y a une artiste contemporaine qui s'appelle Sophie Calle, qui est très connue dans le monde de l'art contemporain. Sophie Calle, elle a par exemple fait une œuvre qui dure une demi-heure. C'est un film d'une demi-heure du dernier souffle de sa mère. Et elle filme sa mère en train de mourir. Et vraiment, à 20 minutes, elle décède complètement. On voit son dernier souffle. Bah, ça aussi, c'est une œuvre hyper puissante, tu vois. Mais sauf qu'il y a un truchement artistique, d'ailleurs, qui a été très critiqué au moment où elle est sortie. Beaucoup ont dit que c'était du voyeurisme, etc. Ce qu'on peut critiquer, en fait, les mêmes critiques qu'on peut porter à la corrida, avec en plus cette question de la souffrance animale. Et en fait, la question, c'est où est-ce que tu places la question de la souffrance animale par rapport à la question de la beauté, la question de l'art, la question de la tradition, etc. Et là, moi, je suis désolé, mais je C'est comprends pas la Émeric beauté qui Caron m'intéresse, hein, franchement, hein. D'abord, c'est pas. Ou la puissance ou la catharsis. Mais en fait, Émeric Caron, il t'apporte une réponse. Émeric Caron, il te dit la question de la souffrance animale, je la mets au-dessus en fait de toutes tes questions de beauté, de puissance, etc. Et ça, ben, on pourra aller le trouver autre part en fait. Si tu veux aller rencontrer la mort, il y a peut-être d'autres moyens d'aller voir la mort, par exemple au théâtre, par exemple au cinéma, ou par exemple dans la littérature. Ben non, enfin, tu sais bien au théâtre et au cinéma qu'on meurt pas pour de vrai quand même, Pablo. Oui, mais la question de la Rassure-moi. réalité, oui, mais la D'accord? question de la Donc, vérité. et par ailleurs, c'est pas. Et par ailleurs, la mort dans la corrida. Oui, mais La lorsque je mort dans vois, la par corrida, elle exemple, est. une corrida peinte par Picasso, est-ce que je vois moins la mort que lorsque je suis dans le public, en fait, de la Évidemment. corrida? Ben, moi, Ben, je ne suis pas évidemment. sûr, mais je ne Ah, suis pas sûr. alors, bon, alors pour moi, ça c'est totalement évident que c'est pas la même chose de voir un dessin d'un torero C'est pas un dessin, c'est Picasso, c'est un dessin, une proposition artistique, en Oui, fait. oui, 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 quand bien même il serait fait par Picasso, et Dieu Mmh, sait qu'il en a dessiné ouais. des corridas. Pour moi, ça n'a rien. Enfin, en l'occurrence, c'est pour ça que pour moi, il y a un genre de. C'est quelque chose de tout à fait. C'est quelque chose de très singulier, la corrida, par rapport à tout le reste. Et Émeric Caron ne propose pas d'interdire la représentation de la mort du Mmh, taureau, mais il exactement. propose d'interdire la mort du taureau. Voilà, ce Oui, qui est différent. exactement. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est aussi totalement normé, hein, la corrida. Enfin, ceux qui l'ont vu, c'est un rituel, c'est tout à fait, enfin, je veux dire, c'est pas, là encore, c'est une représentation, c'est une parabole, de ce dont je parlais tout à l'heure, qui est la lutte des hommes et de la nature. Le taureau représentant les puissances de la nature et les hommes face à cette puissance de la nature, et c'est mise en scène. C'est-à-dire que c'est pas, t'as pas les mecs qui arrivent avec leur couteau et leurs cailloux pour tuer. Évidemment, c'est tout ça est totalement Mais souvent, normé. les mises à mort dans notre histoire culturelle, notamment, je pense aux mises à mort d'êtres humains, lorsque, par exemple, il s'agissait pour Agamemnon de pouvoir partir à Troie, eh ben, il mettait à mort sa fille pour pouvoir que les vents lui soient cléments, pour pouvoir, parce qu'il n'y avait pas de vent au début, et donc il tue sa fille et hop, il y a des vents. Et ben, il y a aussi toute une mise en scène, en fait, une mise en scène ritualisée, en fait, de la mort de sa fille et de la façon dont il la tue, dont il l'égorge. Euh, et là aussi, j'ai Bon, envie alors de te dire des s'en choses tient très là. puissantes. On s'en tient là, mais en tout cas, voilà, la question, moi, je la trouve la question On passionnante, va en faire revanche. plus long sur ça que Ouais, que que sur sur tout le François reste. Ruffin et tout le reste. Bon, Allez, allez, ciao, ciao. ciao.